À Kiev, le thermomètre affiche moins 15 degrés, mais dans les appartements, on ressent un froid bien plus intense. Une vapeur épaisse sort des bouches, tandis que les radiateurs restent de glace, comme si de l'eau chaude n'y avait jamais circulé. La 4e année de guerre a cruellement transformé l'hiver d'un phénomène naturel habituel en une véritable arme de destruction massive. Et voilà qu'au milieu de cet enfer glacé, sur fond de villes gelées et de populations souffrantes, Donald Trump entre en scène. Il est vêtu tout de blanc, une tenue provocante et théâtrale, comme s'il se voyait lui-même comme le sauveur de toute l'humanité. Il fait une déclaration retentissante. « J'ai passé un appel téléphonique à Vladimir. Nous nous sommes mis d'accord sur tout. » Une semaine de silence. C'est pour les gens. C'est pour la chaleur. Cela sonne beau, presque magiquement, n'est-ce pas? On dirait que le prix Nobel de la paix est déjà emballé et en route pour Washington. Trump a encore vendu au monde entier une sensation grandiose. Poutine a accepté de ne pas bombarder. Mais il y a là un détail, mais très substantiel. Moscou garde un silence complet. Le Kremlin n'a dit ni oui, ni non. Qu'est-ce que c'est? La plus grande supercherie de toute l'histoire de la diplomatie? Trump s'est fait avoir comme un petit enfant, ou est-ce une entente cynique où la vie de millions de personnes n'est qu'une monnaie d'échange avant la réunion à venir à Abu Dhabi? Vous n'avez pas mal entendu. Pendant qu'en Ukraine, les gens cherchent de simples conteneurs domestiques pour puiser de l'eau, les grands messieurs prennent une carte contour et y dessinent de nouvelles sphères d'influence pour le XXIe siècle. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de percer cet abcès. Bienvenue dans la réalité brutale de l'année 2026. C'est parti. Tournons-nous vers les faits secs. Aucun lyrisme superflu, que du dur et de l'analyse. Donald Trump fait une déclaration qui fait instantanément exploser les filtres d'actualité d'agences aussi autorisées que Reuters et Associated Press. L'essentiel est d'une simplicité extrême. En raison des conditions météorologiques extrêmes, monstrueuses, ce qui se lit comme une catastrophe humanitaire qui très mal dans ses rapports personnels, il a personnellement demandé à Poutine de prendre une pause tactique. 7 jours sans frappe sur les villes pacifiques. Trump affirme avec assurance « Poutine a dit oui, oralement ». Internet devient instantanément fou. Les partisans de Trump crient à chaque coin de rue « Il est un pacificateur. Il a fait ce que Biden n'a pas pu faire ». Les Ukrainiens, assis dans les abris anti-aériens, regardent ces tweets et publications avec, pour le dire gentiment, de la perplexité et du désespoir. Ils ne comprennent tout simplement pas qui ils doivent remercier maintenant. Vladimir. Mais quel Vladimir exactement? Ou remercier d'abord Donald, puis Vladimir, ou alors tous les Vladimir ensemble, et Donald ensuite? Parce que pendant que Trump écrivait son dernier post, le gaz et l'électricité ont disparu à Dnipro et Kharkiv. Nous regardons les rapports des champs de bataille. Les frappes sur l'infrastructure énergétique continuent avec la même intensité. Et c'est là que commence le plus intéressant et contradictoire. Commence une véritable gymnastique verbale. Des sources à la Maison-Blanche, car au télégramme ou dans des conversations confidentielles, on ne ment pas, chuchote timidement. Eh bien, vous comprenez, l'accord consistait à ne pas frapper les centres-villes et les sous-stations électriques et les centrales thermiques sont des cibles militaires légales. C'est, selon la logique étrange de Trump, le strict respect du cessez-le-feu. Poutine ne viole techniquement pas la parole donnée à Trump, car formellement, il ne frappe pas la rue principale, Khreshchatyk, ni la place centrale. Et que dit Moscou? Peskov se tait. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie se tait. C'est leur tactique préférée, appelée l'incertitude stratégique. À quoi bon démentir Trump? Qu'il passe pour incompétent ou, au contraire, pour un héros? Le Kremlin y trouve son compte dans les deux cas. Si les frappes continuent, Poutine pourra montrer au monde entier « Regardez, je ne me soumets pas à Washington, je suis mon propre maître ». Si les frappes cessent, ne serait-ce qu'un jour, il affirmera
C'est exclusivement ma bonne volonté et mon humanisme, et non la demande de Trump. En somme, nous avons le tableau suivant. Trump fait activement sa publicité sur le thème du pacifisme. La Russie martèle méthodiquement et planifiément ce qui reste de production d'énergie. Le monde entier se demande si c'est un échec de communication ou si on nous prend tous pour des imbéciles, comme des enfants. Mais ne vous précipitez pas pour éteindre la vidéo et vous détendre, car cette semaine de silence n'a rien à voir avec l'humanisme. S'il vous plaît, oubliez ce mot. Dans la grande politique de l'année 2026, l'humanisme sous sa forme pure n'existe pas. Regardez le calendrier. Nous sommes à la fin janvier, et le 1er février, cette pause mythique prend fin formellement. Et que se passera-t-il juste après ? Cela va sans dire, du 1er au 7 février, des négociations sont possibles, et plus probablement prévues, à Abu Dhabi. Elles seront secrètes et fermées, où non seulement la carte de l'Ukraine sera mise sur la table, mais aussi les plans de partage des marchés pétroliers, la levée des sanctions et les nouvelles sphères d'influence. Trump a vitalement besoin d'une belle image de succès avant son voyage à Abu Dhabi. Il doit arriver chez les chers arabes et dire « Regardez, je contrôle totalement la situation. Je gère Poutine. » Je lui ai dit « Stop !» et il s'est arrêté. Cela augmente ses mises dans les négociations. C'est son atout majeur dans le jeu. Il est aussi avantageux pour Poutine de jouer un peu le jeu, peut-être d'accorder à Trump cette petite victoire, pour ensuite exiger de lui une concession énorme. Par exemple, l'arrêt total des livraisons d'armes à Kiev ou la levée de l'interdiction d'exporter les ressources russes. C'est un classique du commerce. Trump vend de l'air et des promesses. Poutine achète un temps précieux. Et qu'est-ce que l'Ukraine dans ce schéma ? L'Ukraine dans ce schéma est simplement un otage. Si Kiev croit au cessez-le-feu et se relâche, il recevra un coup cruel au ventre. Si en revanche, l'Ukraine continue à attaquer les raffineries de pétrole russes en réponse, Trump accusera Zelensky de faire échouer les initiatives de paix et fermera le robinet de l'aide. Un piège parfait. Un dilemme infernal. Ce n'est pas seulement une semaine sans bombe, c'est un essai grandeur nature du nouvel ordre mondial où le sort de millions de personnes se décide par un appel téléphonique entre la Floride et Moscou. Et la vie réelle sur Terre n'a aucune importance. Nous entrons dans la phase la plus dangereuse du conflit, l'hiver, le froid et les tractations en coulisses des grandes puissances. Le 1er février, nous apprendrons la vérité amère. Soit Trump se révélera être un roi nu que tous ont ignoré, soit nous verrons les contours d'un grand accord qui fera dresser les cheveux sur la tête de terreur à beaucoup de gens. Pensiez-vous que le fond avait été atteint il y a 1 an, quand Trump est retourné au bureau ovale ? Vous vous trompez. Le fond n'a été atteint qu'hier. L'Europe est actuellement un cadavre vivant. Et savez-vous qui a signé de sa propre main l'acte de décès ? Ni Poutine, ni même Trump. C'est Vladimir Zelensky. Le 21 janvier 2026 entrera dans les livres d'histoire comme le jour où la diplomatie est morte définitivement et irréversiblement. Plus de partenaires, plus de valeurs communes et de poignées de main courtoises. Zelensky s'est adressé à la tribune et, regardant droit dans les yeux des eurocrates, a dit ce qu'il murmurait dans les coulisses depuis 4 ans. « Vous êtes personne. Sans l'Amérique, vous êtes un zéro absolu. Et vous avez une peur bleue de Poutine. » Ce n'est pas un discours de politique. C'est le cri d'un homme qui se tient au milieu d'une maison en feu, tandis que les pompiers disputent sur la question de savoir qui doit payer pour l'eau. Kiev reste sans lumière 18 heures par jour. Le front se féaille par tous les côtés, tord les bras à l'Union européenne, exigeant qu'elle paie toutes les factures de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, sinon, il se lave simplement les mains. Rien de personnel, juste des affaires froides. Et que fait l'Europe en réponse ? Elle est paralysée par la peur et l'inaction. Zelensky a tiré le frein à main d'urgence. Il a pratiquement accusé ouvertement les leaders de l'Union européenne de lâcheté et de trahison. Et ce qu'il y a de plus drôle et d'amer, c'est qu'il a absolument raison. Mais Berlin et Paris, sont-ils prêts à entendre cette vérité amère ? Ou préféreront-ils vendre l'Ukraine
pour ne pas énerver le maître du Kremlin et le maître de la Maison-Blanche. Maintenant, nous allons analyser en détail cet acte de suicide géopolitique, image par image. Revenons aux faits. Janvier 2026. La guerre dure déjà depuis la 4e année, les ressources des deux côtés sont à la limite. Qu'avons-nous à l'heure actuelle ? Zelensky s'adresse à l'establishment européen. D'habitude, de tels discours ne sont que des remerciements pour l'aide et des supplications. Donnez-nous encore des systèmes de défense anti-aérienne et de l'argent. Qu'est-ce que vous êtes radin ? Ou quoi ? Mais pas cette fois-ci. Le ton a brusquement changé pour devenir ultimatif et agressif. Une citation qui a probablement fait tressaillir l'œil de Merz. Votre indécision n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. Vous avez beaucoup plus peur de l'escalade du conflit que de la défaite de la démocratie elle-même. Mais si l'Amérique part, l'Europe ne sera même pas capable de protéger ses propres frontières, sans parler de l'Ukraine. Boum. Le rideau tombe. Ce n'est pas seulement un reproche, c'est une gifle publique. Zelensky a percé l'abcès principal. L'Europe n'est pas un sujet autonome. Le complexe militaro-industriel de l'Union européenne n'a pas réussi en 4 ans à passer sur les rails militaires nécessaires. La pénurie d'obus n'a disparu nulle part, et toutes les promesses bruyantes de remplacer l'aide des États-Unis d'Amérique se sont révélées être un bruit vide, une futilité, dès que Trump a commencé son second mandat avec un audit total de chaque centime. Selon nos informations confidentielles de Bruxelles, un silence de tombeau régnait dans la salle. Personne n'applaudissait, car applaudir quand on vous traite d'impuissant est un mauvais ton, un impair. Le contexte de ce discours est tout simplement infernal. L'énergie. En Ukraine, c'est le blackout total, l'effondrement systémique. La Fédération de Russie a méthodiquement achevé le reste de la production d'énergie cet hiver. Les gens gèlent dans leurs appartements. Le front, les troupes russes pressent avec leur masse, utilisant la tactique de l'usure. L'avantage technologique des forces armées ukrainiennes, dont on a tant parlé en l'année 23, a été totalement nivelé. Les drones de Russie sont maintenant présents partout et contrôlent le ciel. Trump. Donald joue depuis 1 an à son jeu favori appelé la marchandise. Son ultimatum est extrêmement simple. Soit l'Europe paie pour tout elle-même, soit les États-Unis sortent du jeu. Zelensky comprend. Le temps est écoulé, les révérences diplomatiques et la politesse ne fonctionnent plus. Il joue tout sur un coup, essayant de jouer sur l'amour-propre blessé des Européens. Allez-vous vraiment permettre à Poutine et à Trump de partager le continent européen sans votre participation ? Voici ce qui se lit entre les lignes de son discours. Mais il y a un détail. La colère contre une Europe faible et sans volonté a atteint son pic à Kiev. Les Ukrainiens se sentent trahis par l'Occident. On leur a promis une Europe unie de Lisbonne à Lougansk, et au final, ils ont eu des radiateurs froids et des conseils d'économiser leurs forces pour des négociations vers lesquelles Washington pousse tout le monde. Pourquoi cela ne concerne-t-il pas seulement les Ukrainiens ? Pourquoi cela devrait préoccuper toute personne vivant à l'ouest de Brest ? Parce que Zelensky a prononcé la sentence de mort de tout le système de sécurité qui a été construit pendant de longues 80 années. Regardez le calendrier. Le 2e février, une déclaration conjointe de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est prévue. Un nouveau bout de papier avec profonde inquiétude, probablement le 5e février. Selon les rumeurs, un sommet entre Friedrich Merz et Donald Trump aura lieu. Ce ne sera pas une rencontre d'alliés égaux, ce sera une rencontre entre un créancier et un débiteur. Trump apportera une facture énorme. Merz tremblera pour l'économie allemande, qui est déjà en profonde récession. Zelensky essaie de s'immiscer dans ce processus avant que les grands messieurs ne déchirent son territoire et son influence dans son dos. Son message sur la peur de Poutine est une dernière tentative de faire honte à l'Europe, de la forcer, au moins une fois, à montrer du caractère et de la volonté avant la rencontre avec Trump. Mais soyons préalablement honnêtes, de quelle unité transatlantique parle-t-il ? Elle n'existe plus. Il y a Trump, qui voit dans l'Union européenne le principal concurrent économique qu'il faut étouffer. Et il y a l'Europe,
Vieille, riche, mais une vieille dame totalement édentée, qui est habituée à ce que le contribuable américain paie pour sa sécurité. La période des repas gratuits est finie pour toujours. Si Merz et sa compagnie avalent l'insulte de Zelensky et ne font rien, l'Ukraine chutera inévitablement. Et si l'Ukraine tombe, la prochaine étape sont les pays baltes ou la Pologne. Et alors, la question rhétorique de qui mourra pour la ville de Narva cessera d'être une simple discussion théorique. Mais le scénario le plus cynique vers lequel tout s'achemine est le suivant. L'Europe a vraiment peur. Elle a peur de la massue nucléaire de Moscou, bien plus que de la honte et de la perte d'honneur. Et Trump le sait parfaitement, et Poutine aussi. Zelensky a simplement eu le courage de le dire à haute voix devant témoins. Nous observons actuellement la lente agonie de l'ancien ordre mondial. L'Europe se tient en équilibre entre le passé et l'avenir. D'un côté, le devoir moral envers Kiev, de l'autre, l'horreur animale, primitive, de la guerre sur son propre territoire et de l'effondrement économique dû aux actions de Trump. La question n'est même plus de savoir si l'Europe aidera l'Ukraine. La question est de savoir si l'Europe elle-même survivra à cette année en tant que force politique autonome. Au vu du dernier discours de Zelensky, les enjeux sont fixés et malheureusement, ils ne sont pas en faveur de Bruxelles. Que pensez-vous ? Merz cédera-t-il devant la pression de Trump ou l'Europe finira-t-elle par pousser une colonne vertébrale d'acier ? Écrivez dans les commentaires, discutons-en tant que notre Internet fonctionne encore.